On va prendre le pouls d'un malade qui se porte pas très bien pendant cette prochaine demi-heure. Ce malade, c'est le climat. L'année qui vient de s'achever l'a encore montré. Incendie de forêt en Suède, canicule record en Europe, fonte des glaciers. Voilà pour le diagnostic sur le terrain. Du côté des remèdes politiques, on est plutôt frileux. En Suisse, la révision de la loi sur le CO2 a été tout simplement coulée par le Conseil national début décembre. La COP24 de Katowice a accouché d'un accord sans effusion pour appliquer l'accord de Paris et l'engagement de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici à la fin du siècle. Alors dans ce contexte, peut-on encore agir pour le climat, inverser la tendance ? Et si oui, comment ? On va le voir jusqu'à 8h avec notre invité. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci beaucoup d'être en duplex avec nous de notre studio de Paris. Vous êtes ingénieur français, chef d'entreprise, consultant, président aussi du think tank The Shift Project qui s'engage pour la transition énergétique. Vous êtes aussi depuis quelques semaines membre du tout nouveau Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre français Édouard Philippe. Et puis on vous connaît essentiellement pour votre travail de sensibilisation et de vulgarisation sur les thèmes de l'énergie et du climat. Voilà, beaucoup de casquettes. On est le 3 janvier, Jean-Marc Jancovici, en pleine période de bonnes résolutions. Est-ce qu'on peut encore en prendre pour le climat ? La réponse est oui et non. Vous avez dans le système climatique énormément de processus physiques avec beaucoup d'inertie, à commencer par le premier d'entre eux qui est que quand on rajoute du CO2 dans l'air, ça met très longtemps avant de s'épurer. Le CO2 est un oxyde. Les vieux souvenirs de chimie de certains d'entre vous vous rappelleront peut-être que les oxydes sont des molécules très stables. Et une fois qu'on a mis du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, le surplus qu'on crée met des milliers d'années avant de finir par s'épurer. Donc si demain matin on arrête les émissions totalement, il faudra que l'humanité attende des milliers d'années avant que l'atmosphère ne revienne à la concentration de CO2 qu'il y avait avant le début de nos activités industrielles. Quand vous avez un pas de temps pareil devant vous, une inertie pareille, eh bien vous avez nécessairement des effets engagés qui ne sont pas réversibles. Donc si demain matin on arrête les émissions, vous avez quand même des conséquences qui vont continuer à augmenter. Alors j'en cite 2 ou 3 qui vont durer très longtemps. La hausse du niveau des océans va durer des milliers d'années encore après l'arrêt des émissions. Et ne serait-ce que et la fonte des glaces, du reste l'un étant lié à l'autre, va aussi durer pendant encore quelques siècles à quelques milliers d'années après l'arrêt des émissions. Il faut savoir que si on dépasse les fameux 2 degrés qui ont été évoqués à l'accord de Paris, eh bien il suffit d'attendre et les Pays-Bas finiront sous les eaux. Donc, vision plutôt pessimiste, pas vraiment possible de prendre de bonnes résolutions, si je vous comprends bien. Elles sont pour partie déjà derrière nous. C'est un peu comme si vous disiez, quand j'aurai 15 ans, voilà ce que je ferai. Vous pouvez le dire si vous voulez, mais ça n'a aucune portée physique. Eh bien, en ce qui concerne le climat, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles le coup est parti. Et donc, on va devoir vivre avec des conséquences croissantes. Maintenant, à tout moment, on peut toujours limiter les conséquences qu'on aura devant nous à l'avenir. Donc, quel que soit le moment où on décide d'agir, cette action finira par avoir de l'effet. Mais elle finira par avoir de l'effet à un horizon de temps qui, malheureusement, dépasse les échéances politiques. Et c'est ça le drame de cette affaire. Juste avant le début de notre discussion, vous avez parlé d'un sujet politique. Le mandat politique classique, c'est quelques années. Or, il se trouve que là, quoi qu'on fasse, le climat des 20 prochaines années est prescrit. C'est-à-dire que si on commence à agir de manière forte aujourd'hui, ça va changer ce qui va se passer après 2040, pour dire les choses simplement. D'ici là, ça ne va à peu près rien changer. Et ça, c'est un drame pour les démocraties occidentales. C'est ça tout le paradoxe aujourd'hui de cette situation, l'urgence sur le terrain et en face cet immobilisme politique qui a poussé d'ailleurs un certain Nicolas Hulot à prendre cette décision, souvenez-vous. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. La démission radiophonique, on s'en souvient, c'était le 28 août dernier sur les ondes de France Inter de l'ancien ministre de la transition écologique en France, Nicolas Hulot, avec qui vous avez travaillé, je crois, Jean-Marc Jancovici. Il a eu raison de partir, Nicolas Hulot. On me pardonnera ce commentaire, c'est un épiphénomène. La raison de fond, en fait, pour laquelle on a tant de mal à lutter contre le changement climatique, c'est ce qui a rendu la Suisse si riche. Ça s'appelle les combustibles fossiles. Rappelez-vous, au sortir de la dernière guerre mondiale, la Suisse est un pays très pauvre.
Les Suisses font partie des habitants les plus pauvres d'Europe. Et ce qui a totalement changé le statut de la Suisse, ça s'appelle le pétrole, le gaz et le charbon. C'est-à-dire des choses qui permettent de mettre des machines au travail et de créer une valeur ajoutée considérablement plus importante que quand c'était les hommes qui travaillaient. Aujourd'hui, une bonne partie de l'économie suisse tire profit de ces combustibles. Toutes les activités financières profitent en fait d'activités qui ont lieu ailleurs que sur le sol suisse, mais dont vous récupérez la valeur ajoutée. Toutes les activités à l'exportation ont besoin de transport sans lesquels vous ne pouvez pas vendre ailleurs. Toutes les activités de négoce, vous avez d'énormes sociétés de négoce en Suisse, même si elles ne sont pas cotées, c'est également, et des activités minières, sauf erreur de ma part, mais qui s'exercent ailleurs. Donc, le drame de cette affaire, c'est que l'indicateur roi sur lequel on n'arrête pas de jeter notre regard et notre amour, qui s'appelle l'argent, eh bien, pour le faire augmenter, il faut augmenter la quantité d'énergie qu'on utilise et donc les émissions. C'est ça le drame. C'est ça le drame, et on en revient à l'équation difficile à résoudre, économie et écologie. Est-ce qu'on peut être en même temps pro-business et pro-planète, Jean-Marc Jancovici ? Très difficilement. Au moment où on a créé les indicateurs, où on a créé le système de l'économie classique, qui est celui aujourd'hui qu'on utilise, et dont les prix sont directement la conséquence, eh bien, on a dit on va s'intéresser qu'au seul facteur limitant qui importe vraiment, c'était il y a 2 siècles, c'est-à-dire ce qui vient des hommes. Donc il y a 2 siècles, la nature est immense, la Terre est immense, enfin elle fait le même diamètre qu'aujourd'hui, mais à l'époque on a l'impression que c'est très très grand. Et donc on s'est dit, la seule chose qu'on va regarder, c'est le travail humain et le capital humain. Donc quand le garagiste que vous avez interviewé juste avant vend une voiture, en fait tout ce qu'il vend, c'est une somme de revenus humains. Personne ne paye le fer qui a été extrait de la croûte terrestre et qui a servi à faire la voiture. Celui-là, il nous a été donné gratuitement par la nature. Quand on est rentré sur la planète Terre, il y avait du minerai de fer et personne n'a rien payé pour l'existence de ce minerai de fer. De même, personne n'a rien payé pour l'existence du pétrole, personne n'a rien payé pour l'existence du système climatique, personne n'a rien payé pour l'existence de la Dent Blanche et de Jungfrau. Enfin, je veux dire, tout ça est gratuit et il n'y a qu'à littéralement se baisser pour le ramasser. Aujourd'hui, donc, quand on fait croître les indicateurs économiques, en fait, on ne compte nulle part le fait qu'on va consommer une partie de la planète Terre pour produire les objets que nous fabriquons et les services qui en découlent. Donc la solution, elle passe par quoi, Jean-Marc Jancovici ? Par une période nécessaire de décroissance à terme, forcément, on va devoir aller par là ? Alors on va l'avoir de toute façon, ça c'est la bonne nouvelle. Et la seule question, c'est est-ce qu'on le choisit ou est-ce qu'on le subit ? Alors pourquoi est-ce qu'on va l'avoir de toute façon ? Parce que ce qu'on a coutume d'appeler la croissance, c'est-à-dire la croissance de la production économique, en fait c'est la croissance de la transformation de ressources naturelles en autre chose. Plus de voitures, c'est plus de minerais de fer extraits, plus de pétrole consommé, etc. Et ça, sur une planète finie, ça ne peut pas durer indéfiniment. On ne peut pas avoir indéfiniment plus d'extraction de tout ce qui est matériel. Donc, soit on gère parce qu'on veut limiter les effets à l'aval, donc les effets environnementaux, et notamment la question du changement climatique, soit on dit on ne veut pas, donc tant que la fête continue, tant que ça augmente, eh bien, ma foi, on augmente. Sauf qu'à un moment, on sera rattrapé par la patrouille, puisqu'on ne peut pas augmenter indéfiniment toutes les extractions en provenance de la planète qui faisait 13 000 km de diamètre il y a 2 siècles, et elle fait toujours 13 000 km de diamètre aujourd'hui. Et on commence à voir les signes avancés de cet essoufflement. Et en particulier, l'un des signes qu'on voit, c'est que la quantité de capital qu'il faut investir pour extraire une unité de quelque chose de la croûte terrestre, 1 tonne de cuivre, 1 tonne d'argent, 1 tonne de pétrole, etc., ce capital augmente de manière significative. Et ça, c'est le marqueur d'une raréfaction de la ressource, beaucoup plus que son prix n'a pas beaucoup d'intérêt, qui montre que le système est déjà en train de s'essouffler. Et en fait, en Europe, depuis 2007, et dans la zone OCDE de manière plus large, donc au Japon et aux États-Unis également, on a déjà commencé à observer un ralentissement très fort lié à cette difficulté croissante d'approvisionnement en matières premières. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment pris ce virage énergétique-là. On l'a encore vu l'année passée, en 2017, par le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, la Chine qui reste le plus gros producteur mondial de CO2 aujourd'hui. Comment convaincre les politiques ? Comment amorcer ce virage énergétique ? Alors vous savez, si on regarde l'empreinte carbone d'un Suisse, c'est-à-dire la totalité des émissions qui lui permettent d'avoir les produits et services qu'il utilise, on n'est pas très très loin des États-Unis, parce que les Suisses utilisent beaucoup l'avion,
Les Suisses achètent beaucoup de produits qui ne sont pas fabriqués chez eux. Par exemple, il n'y a pas de constructeur automobile en Suisse. Mais quand vous achetez une voiture, vous achetez 5 à 6 tonnes de CO2 par tonne de voiture. Les Suisses achètent de l'électronique qui n'est pas fabriquée chez vous, etc. Donc vous avez l'empreinte carbone d'un Suisse, qui est un habitant riche de la planète, et pas très très éloigné de celle d'un Américain. Par ailleurs, pour m'intéresser un tout petit peu à la politique énergétique de votre pays, pour le moment, vous avez décidé que vous ne remplaceriez pas vos centrales nucléaires. Vous n'avez pas dit par quoi vous les remplaceriez, enfin, ou plus exactement, il y a un doute. Alors si on peut doubler le nombre de barrages en Suisse, ça va bien, question CO2, mais si on remplace ça par des centrales à gaz, les émissions augmenteront. Ça, c'est pas une voie à suivre, selon vous, la sortie du nucléaire décidée par la Suisse en 2011? Si on ne veut pas augmenter le CO2 et qu'on a décidé de... Non, ce n'est pas une voie à suivre. C'est très clair. On a des arbitrages à faire dans cette histoire. Il n'y a pas de solution miracle. Tout à l'heure, on a dit qu'une des solutions, c'était la décroissance. Je ne pense pas que tout le monde saute en l'air de joie quand on dit ça. Donc, il n'y a pas de solution facile en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle vous avez énuméré en ouverture de cette session un certain nombre de choses qui ont l'air de patiner. Mais c'est justement parce que c'est quelque chose de pas facile. Si c'était facile, il y a longtemps que le problème serait réglé. Alors, c'est pas facile. Des solutions, va falloir quand même en trouver. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous allez faire au sein de ce Haut Conseil pour le climat qui est tout jeune. Il a été créé il y a quelques semaines en France, en pleine crise des Gilets jaunes par le gouvernement d'Édouard Philippe. Vous avez été nommé donc membre de ce Haut Conseil pour le climat. À quoi ça va servir? C'est un comité d'experts en plus, ou vous allez avoir les moyens concrètement de faire des choses? Alors pour le moment, le texte qui doit préciser exactement notre action n'est pas encore sorti, donc on sait ce qu'on attend de nous normalement. Ce qu'on attend de nous, c'est de donner un avis. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, parce qu'un avis, c'est quelque chose qu'on peut donner en 2 phrases, comme en un rapport de 500 pages. Et donc on en a beaucoup des avis sur le climat de la part de plusieurs groupes experts. Je le redis, le changement climatique est une conséquence de l'utilisation de l'énergie. L'énergie, c'est ce qui a permis de mettre les machines au travail, c'est-à-dire ce qui a permis le monde moderne, la totalité du monde moderne qu'on est en train d'observer autour de nous. Si les machines et l'énergie n'existaient pas, cette session en duplex, par exemple, n'aurait pas lieu. Les radios sur lesquelles vos auditeurs nous écoutent n'auraient pas été fabriquées. Les voitures dans lesquelles ils sont peut-être en train de nous écouter, ce qui est très mal évidemment, n'existeraient pas plus. Donc quand on s'intéresse au climat, je le redis, on s'intéresse à la totalité de ce qui a fait le monde moderne. Donc effectivement, avoir un avis sur la totalité du monde moderne, ça peut prendre quelques centaines de pages comme 2 phrases. Bon. Alors une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on attend de nous? On a les choses qui sont déjà précisées. C'est un avis tous les ans, un rapport formel tous les 5 ans. Probablement quelque chose qui est un avis sur la pertinence des politiques et mesures décidées par la France. Mais là aussi, entre avoir comme avis ça ne permet pas de faire le job et il aurait fallu faire ceci, il y a une marge parce que la première conclusion est plus facile à prendre de manière consensuelle que la deuxième. Mais ce ne sera pas une commission alibi pour donner une bonne conscience écolo au gouvernement Macron? Il y aura nécessairement un peu de ça. Quand notre cher président, pour le moment, il ne nous a pas donné des signes évidents comme quoi il avait parfaitement compris le problème et qu'il avait décidé de s'y attaquer de manière extrêmement déterminée. Si c'est évident que dans la création de cette instance, il y a quelque chose qui relève de l'effet de façade. C'est absolument évident. Je crois que personne n'est dupe au sein du Haut Conseil. Après, ça sera quand même un petit peu ce qu'on arrivera à en faire. Et en particulier, un des éléments importants, ça sera la portée médiatique qu'auront nos avis. Parce que nous vivons dans un monde dans lequel les médias ont une importance majeure sur la structuration de la décision publique, enfin en tout cas en France. Donc ce qui se passe sur les antennes des radios et sur les écrans de télévision a beaucoup d'importance sur ce qui se passera ensuite dans la tête des gens qui prennent des décisions.